Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bienvenue à un autre épisode du Popcorn de l'Infini. Vous avez toujours avec vous Alex et David. Comment ça va, David? Super bien, super bien. On a pu écouter les 4 Fantastiques cette semaine. Ben oui, les 4 Fantastiques qui sont peut-être les deuxièmes super-héros. Ben là, c'est un groupe, là, mais super-héros que tu as le plus lu, si j'ai bien compris. En fait, c'était ça? En fait, si non. Non. Je me mélange. Mais dans les comics, c'est un des groupes que je suis, que présentement, dans leur comic moderne, là, dans leur série moderne, je suis comme abonné, entre guillemets. OK. Je dis ça parce que je suis abonné de toute façon en ligne, là, mais c'est quelque chose que quand il en sort un nouveau, je vais le lire. Je vais prendre le temps de le lire. Fait que je suis un peu au courant de l'équipe. Ouais. Mais là, ce que j'ai été faire justement en écoutant le film, c'est un peu regarder leur origine, voir avant c'était quoi, puis sur quoi étaient basés les films. C'est un des plus vieux... c'est un des plus... je sais pas comment le dire, les super-héros. Là, c'est une des franchises, ou en tout cas des séries les plus vieilles de Marvel. C'est la première famille de Marvel. Ouais. C'est parti de... C'est vraiment la première famille créée par Stan Lee, puis il y a beaucoup de matériel source, dans le fond. Et malgré tout, ils vont décider de ne pas suivre ce matériel source-là pour le film. C'est ça, il y avait tellement de matériel source à choisir. Ben, tu vois, ils l'ont quand même suivi à un certain niveau, mais pas tant que ça. Puis à ce niveau-là aussi, tu sais, je suis pas au même niveau que, par exemple, Spider-Man ou j'en ai lu presque 1000. Je suis pas à ce niveau-là, mais... je suis au courant de ces personnages-là, puis c'est des personnages que malgré tout, ils ne changent pas tant que ça au fil de l'histoire. Oui, tu sais, il y a des arcs narratifs où est-ce que les personnages vont subir des changements, mais il y a comme un statu quo qui est tout le temps respecté. Ouais. Comme les Simpsons. Comme les Simpsons. Bon, oui, exact. Tu sais, un statu quo qui est respecté un peu plus dans... En fait, c'est dans le format comique, c'est toujours ça. Là. Il y a toujours un statu quo parce qu'il y a tellement de matériel source, surtout pour que ce soit Spider-Man, n'importe quel comique, un certain baseline, un certain statu quo. Dans le cas des 4 Fantastiques, c'est une des rares familles qui a un statu quo. Parce qu'ils sont 4. Dans les X-Men, tu peux pas avoir ce genre de statu quo-là parce que chaque personnage a un peu son propre arc, puis des fois, il y en a qui partent, des fois, il y en a qui reviennent. Les Avengers, c'est la même chose, là. Le nombre de fois que les Avengers changent, là. On peut le voir dans les films aussi. Mais les 4 Fantastiques, ça reste pas mal les 4 Fantastiques. Oui, il y a eu des changements, mais les 4 personnages qu'on explore dans le film puis qu'on explore dans les comics, c'est les mêmes en 1961, quand c'est sorti, qu'aujourd'hui, en 2025. Là, il faut dire aussi qu'on enregistre cet épisode-là, puis le nouveau 4 Fantastiques n'est pas sorti encore, là, est prévu pour l'été 2025. Donc, on est un petit peu avant aussi, donc je ne sais pas si l'épisode va sortir un peu après, mais bref, on ne fera pas référence, malheureusement, au nouveau au reboot, là, ou en tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce que ce sera. Mais si on retourne au film d'origine de 2005, c'était une grosse année pour Marvel, ben là, c'est ça commence à s'accumuler un peu, là, les films des productions Marvel. Je pense qu'il y a 3 films là, en 2005 avec Elektra puis Blade. J'essaie d'oublier Elektra. C'est ça. 2006 ça va être une pas pire année. Bref, c'est ça. Là, ça s'accélère. Voilà. Et puis, celui-ci arrive... est-ce que tu l'avais vu, toi? L'as-tu déjà vu? Oui, je l'ai vu, mais j'étais très jeune, puis je m'en rappelais pas. Fait que... C'est un peu le même feeling. Là, j'avais comme 12 ans. Je l'ai vu pas mal à sa sortie.
j'en gardais comme un bon souvenir, mais j'en gardais pas beaucoup de souvenirs. Puis honnêtement, ben, tu sais, là, je sais que les critiques l'ont quand même démoli à sa sortie. Puis je crois que ces critiques-là ont relativisé leurs propos quand ils ont vu le reboot qu'ils ont fait en 2015, que je n'ai pas vu, moi non plus, et qui n'est pas canon jusqu'à présent. Fait que l'as-tu vu, cet autre-là? Le reboot, je ne l'ai pas vu. Non. Mais tu vois, ça m'étonne que je ne l'ai pas vu parce que le film qu'on a écouté de 2005, oui, c'est un film qui m'a marqué quand même. Je me rappelle de l'avoir vu, j'étais quand même en maternelle. C'était un petit peu un an après sa sortie. Mais je me rappelle de l'avoir vu, puis je me rappelle d'avoir aimé ça, puis d'avoir trippé pendant des semaines sur les 4 Fantastiques. Puis ben après ça, c'est disparu jusqu'à temps que je m'intéresse aux comics. Là. Mais c'est quand même un film qui m'a marqué comparativement à d'autres films que j'ai aucun souvenir. Là, je me rappelais, là, en l'écoutant, j'ai comme eu une vague de souvenirs. Puis c'est un film qui m'a marqué étant enfant. Puis, même si c'était pas un excellent film, ben, l'enfant que j'étais avait vraiment apprécié ce film-là. Puis j'ai regardé la télé, je suis comme, waouh, le gars, c'est un élastique. Ça, c'est le meilleur des super-pouvoirs. C'est ça. Puis on l'appelait, moi et mon frère, on l'a longtemps appelé Monsieur Élastique avant de l'appeler Monsieur Fantastique. Bref, c'est quelque chose qui est resté. Ben, moi, tu vois, une des choses que j'avais oublié, c'est que Dr. Doom est le méchant. Ça, j'avais complètement oublié. Puis moi, j'ai pas vu le 2, Rise of the Silver Surfer, mais je me souviens d'avoir vu la promo du film avec, justement, le Silver Surfer. Mais Doom, là, qui va revenir dans le prochain Avengers, là, qui est prévu pour la fin 2026. Pas ce Doom-là, ben, du moins, j'espère. Non, ben, ça sera pas cette version-là, mais ça va être un peu proche pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Mais c'est ça, moi aussi, j'en gardais des bons souvenirs, mais c'est ça, je savais plus trop à quoi ça ressemblait. Puis maintenant que je l'ai vu, je trouve que c'est le plus MCU des films pré-MCU. C'est un hot take. Ouais, c'est un semi-hot take dans tout ce que ça a de bon et de mauvais, en fait. Tu sais, j'ai trouvé que au niveau esthétique, ça ressemblait beaucoup à... Tu sais, il y avait, mettons... c'est plate, c'était plus générique. Tu sais, mettons, Daredevil, il y avait un choix artistique clair. Elektra, bon, c'était quasiment plus du série B. Les Spider-Man de Sam Raimi, je ne trouve pas qu'ils ressemblent à des films du MCU. Pas les Blade non plus, mais celui-là, là, lui, si on me disait que c'était dans l'MCU, je le croirais. Ben, tu sais, ce qui se rapproche aussi quand même, c'est les X-Men aussi qui ont quand même... les X-Men se rapprochent, mais même eux aussi, on dirait qu'ils sont un peu plus sombres que ils n'ont pas le style comique, ils sont vraiment plus sérieux que le style comique des 4 Fantastiques, qui est vraiment aussi un style qui est adapté aux 4 Fantastiques. Puis le style du MCU adapte super bien les 4 Fantastiques. C'est drôle qu'avant 2025, on n'ait pas introduit les 4 Fantastiques parce que c'est des personnages qui s'adaptent super bien au style. C'était des questions de droit, c'était des questions... Celui-là appartenait à la Fox, donc il y a les Spider-Man de Sony, il y a ça de Fox, puis il y a le Marvel, Disney, en tout cas, tout ça. Mais tu sais, quand ils ont fait le film en 2015, le flop, ça l'a comme un peu... Ouais, mais après ça, je pense qu'ils ont décidé de ne pas renouveler les droits, avec raison. Ben, en fait, ils ont été achetés par Disney. C'est ça, Fox, effectivement. Si on résume vite ce qui se passe dans ce film-là, tu sais, quand je parle de ça ressemble au MCU, c'est que construction assez classique d'origin story, en fait. La première demi-heure, c'est essentiellement ces 4 personnages-là. Donc, on a pas Peyton Reed, là, je me mélange avec le réalisateur qui a failli réaliser ce film-là, d'ailleurs, mais qui finalement a fait Ant-Man et autres. Reed Richards, voilà. On suit Ben Grimes, Johnny Storm et Sue Storm, donc les frères et sœurs, qui sont respectivement des scientifiques adjacent, là, c'est pas trop clair ce que Ben Grimm est. Reed Richards, c'est un scientifique, Ben Grimm, c'est l'ami. Ouais, c'est comme un soudeur, mais les deux sont scientifiques. C'est comme le gars le plus manuel. Ouais, c'est ça. Ça en prend un. Ça en prend un, puis ce qu'on comprend, c'est que Reed Richards puis Ben Grimm sont amis, ils travaillent dans une compagnie, dans la compagnie de Reed Richards, qui est en pétrin. Ouais.
On comprend, puis là, il était supposé avoir un deal avec la NASA, puis ça a pas marché. Fait que là, il se tourne vers Victor Von Doom, donc avec qui Sue Storm est maintenant en relation. On comprend assez rapidement dans le film que Reed Richards et Sue Storm, c'est des ex, puis qui est maintenant avec Victor Von Doom, donc un riche, un espèce de Tony Stark, là, ben honnêtement. Ouais, mais qui est différent, qui est pire, un méchant Tony Stark. En fait, tu sais, il y a ben, méchant Tony Stark. En tout cas, non, oui, il y a une certaine ressemblance dans le film. Dans les comics, je sais que c'est pas la même chose. Je sais qu'il est comme président d'un pays quelconque. Ouais, mais tu vois, je vais en parler un peu plus tard, mais là, dans le film, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est des anciens, ils ont étudié ensemble à quelque part, sauf que Reed est nettement plus intelligent que Victor, mais Victor a fini dans une position plus haute. Probablement parce que Reed Richards, c'est le genre de personne, c'est expliqué dans le film, qui va penser beaucoup avant de prendre un choix jusqu'à ne pas prendre de choix. Puis Victor, c'est quelqu'un qui agit. Puis dans la vie, ceux qui agissent obtiennent plus de résultats, même si ils ont moins les capacités intellectuelles ou c'est un gars qui agit. Fait qu'il est vraiment dans l'action. Puis un peu, tu sais, personnellement, il est en quête de pouvoir. On peut le voir même avant sa transformation en Doctor Doom, qui est en quête de pouvoir. Puis ça, ça ressemble au comic, mais on en reparlera plus tard. Parce que dans le film, ils ont essayé de montrer un Doctor Doom différent de celui des comics. On va pouvoir explorer on en parle dans quelques secondes. Puis c'est ça, il s'en va. Le but, en fait, c'est d'aller dans l'espace puis identifier une espèce d'orage cosmique qui permettrait de modifier le génome pour peut-être rajeunir ou soigner des maladies et tout ça. Fait qu'ils veulent envoyer des trucs biologiques dans l'espace puis faire des tests. Ce qui devait arriva. Ils se font pogner dans l'orage cosmique puis ça altère leur propre gène ou peu importe. Fait que Reed Richards devient maintenant Monsieur Fantastique, mais il devient élastique. Sue Storm devient invisible. Johnny Storm devient en feu, littéralement. Et Ben Grimm devient la chose, sans plus. Ce que j'ai bien aimé dans leur transformation, c'est qu'on a pu voir un petit flash de leur pouvoir pendant qu'ils se faisaient bombarder de rayons cosmiques. Effectivement. Victor, il était dans le vaisseau à ce moment-là, ce qui est... Il est dans le vaisseau, puis il y a comme un bouclier du vaisseau, mais soit il n'a pas fonctionné comme il faut, ou de quoi de même. Je pense qu'il a mergé avec le bouclier. C'est ça, il a mergé avec le bouclier pour devenir une espèce de bébite électrique métal. Ouais, ça... Écoute, je te dis, je dis tout de suite, spoiler, dans le comic, Victor, il n'est pas dans l'espace avec eux autres. Fait que... Non, non, ça m'étonne pas du tout. Puis là, c'est là que ça se gâte un peu, parce qu'il se passe pas grand-chose dans le film, honnêtement. Là, c'est essentiellement, ça, c'est la première demi-heure, on va dire. L'autre demi-heure sert un peu de... Voici c'est quoi leur nouvelle vie. Puis la dernière 20 minutes est rushée un peu avec une bataille de Von Doom. En fait, c'est qu'on essaie de recréer l'orage cosmique, mais sur la Terre, dans le but comme un inversement de l'orage cosmique. C'est pas clair non plus ce qu'il veut faire, ses motivations. Il essaie de se guérir. Essentiellement, il essaie de se guérir parce que, surtout Ben, donc la chose, a beaucoup de difficultés à vivre avec sa nouvelle vie vu que c'est le seul qui physiquement est vraiment plus reconnaissable. Fait qu'il essaie de se guérir de ces malformations-là. Puis Von Doom va comme à la fois les aider et leur nuire, là, puis ça va finir en bataille. Ouais, puis tu sais, c'est beaucoup de... Victor, c'est quelqu'un de jaloux, qui veut du pouvoir, puis lors de leur retour sur Terre, les Quatre Fantastiques, les personnages, tous les personnages ensemble, ils vont vivre leur transformation graduellement. Ils ne sont pas transformés dans l'espace. Là. Ils pensent qu'ils sont corrects en revenant sur Terre. Mais là, ils vont chacun vivre leur transformation de façon différente, Ben étant la plus impressionnante, mettons. Là. Mais ça va vraiment faire un grand lien entre eux. Puis j'ai l'impression qu'ils vont un peu délaisser Victor. Lui, il va rester seul, même s'il a vécu techniquement la même chose. C'est juste que dans l'espace, mettons, quand il a vu l'orage approcher, il a voulu sacrifier tout le monde puis se sauver lui-même. Là, ce qui fait que ça a fait un fret. Ça a fait un fret aussi. Puis, tu sais, il a aussi pas écouté Reed Richards qui a conseillé de rentrer tout le monde à l'intérieur pour les protéger. Là. Fait que vraiment, il y a eu un froid, puis il a été mis à part. Surtout même par sa propre
sa propre conjointe, là, Ouais. qui l'a carrément mis à part. Là. Fait que ça a vraiment fait un lien entre les 4 personnages principaux. Puis on dirait qu'il est un peu jaloux de ça, qui veut, je sais pas comment dire, qui veut essayer d'influencer puis de se débarrasser de ces gens-là carrément. Là. Ouais. Au retour de la pause, on va plonger un peu plus dans les comics, voir ce qui est accurate ou pas. On se garde encore la surprise. Vous êtes au Popcorn de l'Infini sur les ondes de CFAC 88.3. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. Aujourd'hui, on parle du film Fantastic Four de 2005. David, je peux pas croire qu'on a réussi à manquer l'adaptation des 4 personnages des 4 Fantastiques. Là. Rassure-moi, dis-moi que ces personnages-là, c'est une belle représentation fidèle des comics. Oui. Bon. La réponse est assez claire. Par contre, il va y avoir des différences au niveau de l'origine. Puis une des importantes différences, c'est l'histoire d'origine. Donc, comment ça s'est passé? Il y a des légères différences. On parle de 1961, quand le premier comic des 4 Fantastiques sort. Puis dans ces années-là, il y avait la course à l'espace. Ouais. Fait que l'histoire d'origine, c'était pas le but d'aller soigner des maladies. C'était carrément dans la course à l'espace, Reed Richards puis son équipage qui voulait faire avancer les États-Unis dans la course à l'espace. Puis ils finissent par y aller. Tu vois, fait important, au départ, Ben Grimm, il voulait absolument pas y aller à cause de certaines raisons. Il trouvait pas ça safe. Puis c'est un peu Susan Storm qui l'a poussé en lui disant, voyons, t'es un petit peu égoïste de pas y aller. Puis bref, tout ça, il s'en va dans l'espace, puis il se passe un peu la même chose au niveau de la tempête cosmique. Victor Doom n'est pas présent lors de l'incident, comme je l'ai mentionné. Il obtient ses pouvoirs d'une autre façon. Mais est-ce que Victor Doom, Dr. Doom, est-ce qu'il apparaît pour la première fois dans les Fantastic Four? Oui, il apparaît dans le 5e comic des Fantastic Four. Quand même assez tôt. Dans 1962. Donc, il apparaît, il capture les 4 Fantastiques. Là, on apprend que c'est un ancien étudiant qui étudie avec Reed Richards, qui est aussi dans le film, sauf qu'on apprend qu'il est intéressé par la magie noire, qui faisait des expérimentations. Donc, au lieu de parler d'un scientifique, on parle vraiment d'un scientifique et d'un magicien. Lors d'une expérimentation, il va faire exploser sa résidence puis se faire défigurer. C'est pour ça qu'il va avoir son fameux masque. Dans le film, il n'est pas vraiment défiguré. Là. Dans le film, son masque, c'est comme un prix qu'il a reçu. Ouais, pour avoir sauvé les gens de la Latverie. En tout cas, ouais. Il n'y a pas ça dans ses premières apparitions dans les comics. Après ça va être développé au niveau de l'histoire de la Latverie. Il devient comme un genre de dictateur du pays. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un mix de science et magie. Dans le film, on n'explore pas la magie. Ouais. on explore juste sa transformation scientifique au même titre que les autres. Il y a un peu comme mergé avec le bouclier. Là. Ouais. La relation aussi entre Reed Richards et Susan Storm dans le film, ça commence, sont des ex-fiancés. Sont un peu en froid. Dans les comics, ils sont en couple dès le début. Ouais, c'est ça. Dès les premiers numéros, là, ça commence, ils sont déjà en couple. Dans les films, Johnny, on peut voir qu'il est immature puis rebelle. Dans les comics, c'est assez fidèle. C'est le comic personnage. relief. Ça a toujours été ça. Par contre, il y a certains comics où est-ce qu'il va être plus sérieux. Donc, il va avoir, dépendant de l'écrivain. Mais Ben Grimm, lui, il est assez fidèle avec les comics dans le film. Par contre, son lien avec Johnny, il est très conflictuel. Il se base beaucoup là-dessus, alors que dans les comics, c'est un peu... c'est comme 2 comic relief. Ouais, mais c'est comme 2 frères qui se battent dans les comics, alors que dans le film, c'est assez sérieux. C'est des combats sont pas si amis que ça. Là. Mais il y a beaucoup plus d'humour dans les comics au niveau de leur certaine rivalité. Là. Oui, ils se battent des fois, mais pas pour... Ben, il y en a un peu dans le film. Là. Tu m'en donné, il dort, la chose dort, puis il met de la crème à barbe. Ça, c'est vraiment comme dans les comics. Ouais. Là, c'est le genre de ton qui va arriver. Le film est plus léger, plus humoristique que les comics. Ils sont déjà beaucoup. C'était ma question, ça aussi, parce que on est quand même proche de la comédie d'action. Là. C'est pas... D'où aussi mes parallèles avec le MCU. Là. Il y a beaucoup de films, je pense, qui adoptent cette approche-là, le ton léger plus souvent qu'autrement. Ouais. Puis là, quand le méchant arrive, là, ça devient sinistre. Ça devient sérieux. C'est comme pas à l'inverse, là, mais c'est pas le même type d'humour que dans les Spider-Man de Sam Raimi, où là, le ton est toujours
il est toujours moyennement lourd et moyennement comique, là. Tu sais, c'est... mais au niveau du ton, tu sais, c'est pas 100% différent. On a vu des films Ouais. beaucoup plus différents en termes de ton, là, genre Blade, là, mais Ouais. si on parle du film, c'est léger et comique, puis ça reste léger et comique tout le long. Dans les comics, ça va l'être léger et comique, parfois, mais majoritairement, quand c'est sérieux, on va adopter un ton sérieux. Par exemple, la saga Galactus, où est-ce que, Galactus veut supprimer l'univers, il trouve pas ça super drôle, mettons. Ouais, Mais c'est on ça. peut comprendre. Fait que je sais pas si, avec un différent vilain qui est un peu moins pathétique là, que Ouais. le Victor qu'on nous a présenté, est-ce que ça aurait eu un ton différent? Reste à voir, mais dans le film, c'est On resté... verra avec Silver Surfer, qui C'est lui est quand même un des vilains iconiques, évidemment des 4 Fantastiques, mais même On va de voir Marvel en si le général. ton change à ce niveau-là, mais dans ce film-ci, on a vu une partie du ton, Mhm. mais c'est normal, c'est un film assez condensé pour le nombre de sagas et d'aventures que les 4 Fantastiques ont vécu. Puis c'est ça, les comics, c'est un ton d'aventure. On est Mhm. toujours dans une aventure, on cherche toujours la prochaine aventure, puis c'est ça. Dans le film, on mise beaucoup sur les effets spéciaux, l'action. Ouais. Tu sais, moi, c'est la scène du pont, je m'en souviens. Ce que je me souvenais pas, c'est que c'était à quel point c'était causé par la chose. là. Ouais. C'est comme, il n'y a pas de vilain là-dedans. c'est Non, juste- non. Il marche sur le pont, puis là, tout le monde devient fou. C'est ça, tout le monde devient fou puis font des accidents, bref. Puis dans les comics, on va se concentrer sur la science-fiction, on va aller beaucoup dans l'espace, on va faire des aventures, justement. Il va y avoir des dilemmes moraux aussi dans les comics. Par exemple, tu sais, à quel point on dépasse les bornes, à quel point... Puis Reed Richards, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Tu sais, il y a tous ces facteurs-là qui vont rentrer en jeu, puis des fois, il va y avoir des dilemmes moraux là, sur certaines questions de comment régler un problème. Vu qu'ils sont 4, Mhm. il y en a qui vont être d'un bord, il y en a d'autres qui vont être de l'autre. Ouais. Plusieurs reprises se sont séparés, le groupe, mais ça, Ouais, c'est ça. c'est pour le drama. Tu mentionnais l'espace, là, c'est maintenant que tu en parles. Effectivement, je pense que c'est le premier film où on va dans l'espace de tous les films qu'on a regardés jusqu'à présent. Puis c'est peut-être un autre rapprochement que je ferai avec le MCU qui lui aussi se passe beaucoup. Tu sais, le MCU a pas mal débloqué tout ce qui était un peu plus mystique, là, on va dire. Là, tu sais, dans les premiers, magie. c'est ça, les premiers, tu sais, même les X-Men qui sont les plus... quoique Blade aussi avec des vampires, là, mais mettons, c'est le plus loin qu'on est allé jusqu'à présent, des mutants et tout, mais après ça, je sais que Thor va se passer dans l'espace, que... Parce qu'au niveau de l'espace, c'est une porte que tu ouvres aussi. Hein? Ben oui, à un c'est certain ça. niveau, il faut que tu expliques. Comment Là, ils si peuvent y en aller. plus, tu as ton histoire d'origine, puis en plus, il faut que tu expliques qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Mhm. Tu sais, je te dirais... Il restait relativement crédible parce qu'ils vont en théorie sur la Station spatiale internationale. Fait que Ouais, ça c'est qui ça. existe dans la vraie vie aussi. C'est ça, tu sais, ça reste vraiment basé sur... Ils ont plus réaliste. Là, Ouais, mettons, ils n'ont là. pas un vaisseau Ils ont pas des des 4 aliens. fantastiques. Là. C'est ça, ils ont pas le Fantastic Car. Ouais, c'est ça. Encore. Pas encore. Non. Pour la dernière grande différence, là, ça va Ouais. être la source d'inspiration. Donc, ça va être... tu sais, pour le film, ça va être un mélange de la série originale, donc la série des comics, et aussi un petit peu d'inspiration de la série animée des Mhm. années 90, qui est sortie, qui avait marqué le public. Ouais. Donc, quand les gens pensaient... non, la série animée des années 90. Je sais pas dans quelle année Je pense que c'est comme fin 70 ou début 80, je pense. Je sais pas. Ouais, je je pense sais qu'il y que avait une série animée des 4 Fantastiques avant le Ouais, film. ouais, là. Bref, vous m'excuserez que je cherche pas l'année, mais c'est une petite partie de l'inspiration. Puis il y a des éléments aussi d'une série de comics qui se passe dans un autre univers. Il y a 2 univers principaux dans les comics Marvel. Tu as l'univers régulier, qui est l'univers 616, puis tu as l'univers Ultimate, qui était comme un genre de reboot, sans être un reboot. Ça veut dire que, tu sais, quand ça fait au-dessus de 40 ans que Mhm. tu racontes des histoires sur un personnage, les nouveaux lecteurs des années 2000, 2004, Ouais. 2005, quand ça fait 40 ans que tu racontes des histoires, les personnages ont avancé, puis rentrer dans un comic, tu sais, oui, tu peux faire du renouveau, mais ils ont voulu faire une version d'origine plus neuve, un peu comme qu'ils ont fait dans le film là, avec la Station spatiale internationale, parce qu'on s'entend que s'il avait été dans la course à l'espace, Ouais, ça c'est aurait moins frappé parce que ça faisait longtemps. Ouais. Ou à moins s'il avait été fait aujourd'hui, ben là, il y a une autre course à l'espace avec les milliardaires Ouais, de mais ce c'est ça. monde. tu sais, il aurait pu faire ça, mais ils ont Ouais, essayé ouais. dans les années 2000, ça rentre, tu sais,
l'univers Ultimate des 4 Fantastiques, ça a commencé en 2004. OK. Le film est sorti en 2005. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont fait l'histoire d'origine, ils l'ont refaite dans les comics de 2004. Fait qu'ils se sont basés sur des éléments de cette série de livres-là. Là, c'est indéniable. Qui est différent, puis que je dirais que dans les comics d'aujourd'hui n'est pas canon, entre guillemets, parce que c'est dur de déterminer qu'est-ce qui est canon dans les comics. Puis là, c'est canon, ça se passe juste dans un autre univers qui n'existe plus. Ouais, c'est ça. Mais au niveau de l'inspiration des comics, c'est Stanley et Jack Kirby qui ont été avec une approche sérieuse, science, héroïsme. Puis quelque chose qui manquait au film qu'il y avait dans les comics, c'était le fameux pacte. Okay. Après leur transformation, les 4, ils se sont jurés de toujours se servir de leur pouvoir pour défendre les humains puis d'être des héros en quelque sorte. Il n'y a pas eu ce pacte-là. Non. Dernière grande différence, molécules instables. Donc, tout le costume là, avec lequel ils s'en vont dans l'espace, là, c'est bâti avec des molécules instables qui sont comme activées par les rayons. Là. Ça n'a pas rapport. dans les comics, la vraie raison pourquoi les costumes sont là, c'est Reed Richards qui les a inventés. Il a découvert ces molécules-là. Mais je pense qu'il ne pouvait pas faire ça dans le film parce que sinon, il aurait été riche. Ouais. Il y a une phrase aussi dans le film où il dit c'est Victor Von Doom finalement qui les a créés, ces costumes-là. Mais moi, j'y ai pensé. Puis il était comme oui, j'y ai pensé, mais je pensais pas que j'ai jamais réussi à les faire. C'est ça. Alors que, tu sais, canoniquement dans les comics, c'est l'homme le plus intelligent de l'univers. Il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus. C'est pas, j'exagère pas quand je dis ça, c'est vraiment ça. Fait que Victor n'aurait jamais créé ça, même s'il est assez intelligent, puis il n'aurait jamais été capable de créer ça. Fait que c'est quelque chose qui manquait aussi au personnage, mais en même temps, je comprends pourquoi. Il voulait vraiment. Sinon, ça faisait pas de sens qu'il soit un raté, mettons. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça fait un peu le tour des différences générales entre le film et les comics. Puis là, on pourrait se concentrer sur le film. Soit sur le film où tu voulais qu'on... Oui, écoute... On peut le faire tout de suite. Oui, parfait. Moi, j'aime beaucoup les 4 Fantastiques parce que c'est un groupe, puis tout seul sont... On peut le voir à plusieurs reprises dans les comics, sont poches. Tout seul... c'est parce qu'ils ont des pouvoirs tellement unidimensionnels. Tony Stark, il s'invente qu'est-ce qu'il veut. Là, mais bon, il est tel que tel. Spider-Man, il y a plus qu'un pouvoir, le sens. Parce qu'ils ont toutes des faiblesses assez importantes. C'est ça. La chose, là, ou The Thing en anglais, là, sa grande faiblesse, c'est que les gens le traitent de monstre. Puis ils le voient comme un monstre. Alors qu'ils le font même pas pour Hulk, quoi. À peu près pas pour Hulk. Ils font moins, mais c'est parce que vraiment, puis c'est une question de scénario puis tout ça, mais tu vois, dans un des comics qui est sorti entre 2022 et aujourd'hui, je sais pas quand, là, juste la chose, on va voir un enfant pour lui donner, je sais pas, un ballon, là, quelque chose comme ça, puis l'enfant, un monstre, puis à chaque fois que ça arrive souvent dans les comics. Mais à chaque fois que ça l'arrive, là, tu le vois, puis il est triste, puis ça te pogne en dedans, là. Bon, dans le film, il perd sa femme. C'est ça. Il s'en fait une autre, là, vers la fin du film. Oui, puis... qui est quand même assez importante, je pense, dans le lore. En fait, c'est ça. Il va sortir aussi... il va rencontrer quelqu'un d'autre dans le film qui va être... je vais aller chercher son nom. Cherche-moi son nom. C'est Alicia Masters. Oui, c'est ça. Parce que moi, je sais qu'il a rencontré ce personnage-là qui est basé sur un personnage des comics aussi. Personnage qui est aveugle, qui est malvoyante, puis qui rencontre la chose, puis qui, elle ne le juge pas, l'accepte comme il est, vraiment. Donc ça, c'est une genre d'histoire d'amour qui est canon dans les comics. Ça serait la fille aussi d'un vilain qui a jamais été au cinéma, là, mais que j'avais lu en quelque part, qui serait la fille du Puppet Master. Oui. On n'en parlera pas plus. On n'en parlera pas plus parce que c'est pas c'est pas un arc que j'ai lu. Mais oui, je sais qui est Alicia, puis ça fait que il perd quelqu'un, mais pour trouver quelqu'un d'autre. Fait que ça revient à ton... ça revient à mon jeu. Ton expérience. J'ai pensé à quelque chose de le fun. Parce que, tu sais, c'est dur Ils sont une équipe, on les voit comme une équipe tout le temps, mais individuellement, je me demande...
mettons qu'il y avait un combat entre les 4, lequel était le meilleur des 4 fantastiques. Ouais. Ça serait qui? Puis honnêtement, je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle puis qu'on fasse un débat. Moi, je suis influencé parce que j'ai lu beaucoup de comics. Ben, j'ai lu beaucoup de comics récents des 4 fantastiques. Puis, tu sais, lire des comics aussi, c'est un peu comme faire beaucoup de recherches parce que, mettons, que tu as l'impression de creuser, puis là, tu creuses, puis là, tu trouves autre chose. Ouais, là, c'est ça. Ça devient... T'es vraiment influencé par quel comic t'as lu, par quel écrivain, tes pensées peuvent être influencées. Mais si, tu sais, j'en parle avec toi, puis toi, t'as vu le film, c'est ça ton référent, puis moi, j'ai lu des comics plus récents, c'est ça mon référent, puis les gens chez eux, peut-être qu'ils ont lu d'autres comics parce qu'ils sont peut-être, tu sais, ils ont peut-être grandi à une autre époque que moi. Tu sais, dépendant de l'époque à laquelle tu as grandi, tu peux avoir une opinion très différente de ces personnages-là. Fait que je me suis dit, nous deux, qui qu'on préfère dans ce univers-là, puis qui tu sais, avec qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, qui est plus... Ouais. De tout ça, toi, qu'est-ce que tu penses des 4 fantastiques? Quel personnage t'intéresse vraiment beaucoup plus, puis quel personnage tu penses que est le personnage le plus intéressant pour toi? Ben, ouais. Intéressant pour moi, c'est dur à dire. Ben, je pense que ultimement, mettons, si j'ai à avoir un de leurs 4 pouvoirs, ce serait probablement le pouvoir d'invisibilité qui serait le plus utile et le plus versatile, mettons. Là. Monsieur Élastique, autant il est intelligent, autant je trouve que son pouvoir, il est poche. Là. Même si on montre que dans le film, il est capable de battre la chose, ou en tout cas de retenir la chose là, en se rappant autour. Oui, tu sais, mais il y a un pouvoir assez intéressant qui est comme un peu du jamais vu. Dans le pouvoir. Qui est semi du jamais vu, parce qu'on a dû, d'ailleurs, ben là, je vais plugger une petite info, mais ils ont changé un peu le scénario quand The Incredibles de Pixar est sorti, puis que c'est une famille aussi qui ont des super pouvoirs assez similaires aux 4 fantastiques aussi. J'ai pas pensé à ça. Fait que c'est ça, il y a au moins une autre personne qui est élastique là-dedans. Ouais. Mais outre ça, non, effectivement, mais tu sais, je me dis, il y a Spider-Man contre l'homme élastique. Je veux dire, Spider-Man, il va gagner. Je veux dire, il n'y a aucun scénario où l'homme est là. Tu sais, j'essaie de voir. Tu sais, est-ce qu'un gros ciseau, ça peut couper son bras? Tu sais, considérant que ses os sont mous. Je pense pas. Je sais pas. En tout cas, j'aimerais avoir son intelligence, mais son pouvoir est poche. L'homme torche, on va l'appeler de même, là, à défaut de mieux. La torche humaine, ouais. Ben, tu sais, c'est quoi l'avantage de se mettre en feu? Ben, il vole. C'est le seul qui vole. Ouais, c'est vrai. Il peut voler, mais on va prendre l'avion. Mais non, mais c'est ça, le pouvoir d'invisibilité, je pense que c'est quelque chose pour sneaker, même pour se battre, ça peut être utile. Puis la chose, ben, tu sais, je pense que ça a montré, souvent c'est même l'arc narratif des vilains, là, mais comme quand ils sont juste powerful puis qui ont rien d'autre pour, ben ils finissent toujours par se faire battre parce qu'ils se font prendre à leur propre jeu par quelqu'un de plus futé. Là. Fait que moi, je dirais la femme invisible. La femme invisible. C'est comment tu l'appelles dans le film? C'est Invisible Girl. Invisible Girl, ouais, c'est ça. Dans les comics aussi, au départ, c'est Invisible Girl. Ça devient Invisible Woman. Changement de... Mais tu vois, dans le film, justement, il en parle. Elle fait comme réagit. Girl. Mais, tu sais, puis au niveau de... Une grande différence que j'ai pas parlé, là, vite fait, là, c'est l'attribution des noms après l'accident. C'est pas Johnny Storm qui donne les noms à tout le monde comme dans le film. Là. C'est des noms qui se donnent, puis même la chose, c'est pas... C'est lui qui se nomme la chose. Là, suite à un petit... Il se fait appeler la chose, puis il est comme « Ah, j'aime ça. » Bref. Moi, dans mon bord, j'ai vraiment de la difficulté à choisir parce que j'ai lu des comics où est-ce que j'aimais beaucoup un personnage, où est-ce que j'aimais moins un autre. J'aime beaucoup Reed Richards, mais il y a un grand défaut, c'est qu'il prend pas l'action. Trop intelligent pour son propre bien. OK. Mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui va calculer tout. Puis son grand défaut, c'est que personne ne le comprend parce qu'il est trop... J'aurais aimé ça qu'on le voit Tony plus dans le Stark qui pourrait peut-être s'entendre Tony avec. Stark, il est capable d'être compris puis aimer des gens. Ouais. Puis Reed Richards, on dirait que quand il parle, ben là, il va parler en des termes tellement compliqués. On l'a vu quelques fois dans le film, mais dans les comics, c'est vraiment plus marqué. Là. Il ne se fait pas comprendre des gens. Il n'y a pas le charisme de Tony Stark, mettons. Fait que c'est un peu ça, mais c'est quand même l'homme le plus intelligent dans l'univers canoniquement. Ouais. Ensuite, Johnny Storm, clairement pas. C'est le seul qui peut voler. C'est le seul qui peut voler. Par contre, son pouvoir est très puissant. Là, on parle de... en termes de pouvoir,
il y a cote. Johnny Storm puis Susan Storm ont les deux meilleurs pouvoirs selon moi. Puis Johnny Storm, c'est clairement, il peut atteindre la température du soleil. Quand même, il y a des choses c'est bon pour se battre, mais ça sert pas à grand-chose d'autre. Oui, mais il contrôle chacun, tu sais, éventuellement dans les comics, tu comprends qu'il contrôle chacun des centimètres de son corps sur la température. Fait qu'il a vraiment un contrôle parfait de son pouvoir. Ce que les autres membres n'ont pas à 100%. Ouais. Est-ce que c'est toujours la visibilité? Est-ce qu'elle est toujours reliée aux émotions, comme dans le film, ça nous laisse montrer, ou non? Finit par... Je pourrais pas dire. Tu sais, les autres prennent un certain contrôle des émotions, puis aussi la torche humaine, oui, mais on dirait qu'il y a un meilleur contrôle de ses émotions, malgré le fait que ce soit un genre de douchebag. Mais, tu sais, je pense que selon moi, de ce que j'ai lu encore, parce que tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui a lu des comics de notre époque qui pourrait me dire le contraire. Ouais. C'est ça qui arrive quand on commence avec des comics qui ont commencé en 1961, qui durent encore aujourd'hui, qui sont encore très populaires aujourd'hui. Bref, la chose très tough peut endurer beaucoup de choses. Ouais. Pas aussi tough que Monsieur Fantastique. Pas, selon moi. Ben, j'ai l'impression que c'est comme de la roche. Je sais pas s'il y a un gros coup de poing. On est capable de briser de la roche. Là, ouais, mais c'est comme un genre d'exosquelette qu'il recouvre. La spécificité n'est pas mentionnée dans le film, là, mais il n'est pas transformé en roche. Il y a quand même un humain en dessous. Ouais. C'est comme un exosquelette qu'il recouvre, mais c'est pas de la roche. C'est vraiment plus... c'est vraiment plus que ça, puis c'est vraiment plus durable que ça. Puis, mais c'est pas... il n'y a pas la force de Hulk, mettons. Il n'y a pas la force de Thanos, mettons. Ouais. C'est vraiment... Il est tough. Il y a une durabilité. C'est pas le plus fort. Ouais. J'aime beaucoup la chose par ses arcs narratifs qu'il apporte, puis aussi sa genre de naïveté, puis sa genre de... C'est un gros gars, mais super émotionnel aussi là-dedans. Il a le pouvoir de l'émotion, puis il veut toujours faire la bonne chose. Dans Civil War, c'est un des rares super-héros dans l'univers Marvel, dans les comics là, que je parle, qui a vraiment voulu rester neutre, puis parce que la division régnait, mettons, qui a vraiment voulu rester neutre, puis qu'il essayait vraiment de rapporter les deux côtés à l'ordre. C'est vraiment quelqu'un d'émotionnel, même s'il n'en a pas l'air. Fait que c'est vraiment... je trouve que son personnage a un message important, je pense. Ouais. Puis c'était un des personnages préférés de Stan Lee qui disait, puis une de ses personnifications à l'écran là, préférées qui disait aussi. C'est pas le plus puissant, puis c'est pas celui avec le pouvoir le plus intéressant non plus, mais il est drôle, puis il nous fait sourire, puis ça apparaît pas dans le film nécessairement, mais il aime beaucoup les enfants. Puis les enfants, certains l'aiment, certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Là. Ouais. Mais c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Puis justement, il a son histoire d'amour. Tout ça fait que c'est un personnage qui est vraiment qu'on peut vraiment s'attacher à lui. Fait que j'aime beaucoup ce personnage-là, mais c'est pas le plus fort. Je finis avec je finis avec. Je suis allé un peu. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Susan Storm, je suis d'accord avec toi. Elle a le plus grand pouvoir de l'univers, pas de l'univers, mais des 4 Fantastiques. Selon moi, c'est le pouvoir le plus versatile de se rendre invisible, mais ce qu'on n'a pas exploré dans le film, c'est le genre de contrôle des ondes ou de faire des genres de boucliers invisibles. C'est pas exploré assez. Peut-être dans le 2, je sais pas. Peut-être dans le 2. On l'a pas vu les deux. Mais c'est pas exploré assez parce que la capacité de son pouvoir, en termes de pouvoir, c'est indéniable. Elle a le pouvoir le plus versatile, puis le plus utile, puis le plus fort, en fait. C'est la plus puissante des 4 Fantastiques. Puis, littéralement, dans un des comics les plus récents, elle fait disparaître le soleil. Quand même. Dans quelques États aux États-Unis pour se débarrasser d'une bactérie qui va infecter l'entièreté des lacs du monde puis causer la fin du monde. Là. Elle fait disparaître le soleil. Puis, tu sais, c'est dans une situation où est-ce que le public n'aime pas les 4 Fantastiques. Mais là, ils les aiment encore moins parce qu'elle a fait disparaître le soleil, mais elle n'avait comme pas le choix. C'est aussi quelqu'un qui est considéré comme dangereux. Qui va, tu sais, sous de mauvaises influences, va pouvoir devenir antagoniste. Ouais. Aussi comme Reed Richards, qui va aussi, selon certaines influences, devenir antagoniste. Il est tellement intelligent, trop intelligent pour son propre bien, qu'il va prendre le côté un peu utilitariste qu'on va voir quand les gens sont trop intelligents, là, de se concentrer sur le maximum de bien, peu importe le prix. Donc la fin justifie les moyens. Ce genre de choses qui peut être vraiment moins héroïque.
mettons. D'où sa position dans Civil War d'enfermer, de respecter la loi à tout prix, là. Un peu comme Tony Stark, mettons. Tu sais, ils ont vraiment des choses en commun, ces deux-là. Ben, la ligne de l'héroïsme puis du vilainisme est là, alors que Susan Storm, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui va utiliser ses valeurs, qui va être prône un petit peu plus... moins intelligente que Reed Richards, mais tout le monde est moins intelligent que Reed Richards, là, mettons. Ouais. Mais qui va agir avec son cœur plutôt que sa tête. Puis, c'est ce qui fait, pour moi, la meilleure des 4 Fantastiques. Donc, on est d'accord là-dessus. Qui gagne le combat, c'est confirmé. Susan Storm, Invisible Girl, vous l'aurez appris Invisible Woman. Vous l'aurez appris ici. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous-le. Mais nous autres, on ne changera pas d'avis. Exact. On s'en va à une petite pause publicitaire. Au retour, on parle brièvement du film et on octroie nos popcorn de l'infini. Restez des nôtres. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini. On va parler, avant d'octroyer nos popcorn, on va parler un petit peu du film, de nos appréciations. Je pense que globalement, on en sort avec peut-être un peu plus de positif que de négatif. En tout cas, plus de positif que les critiques à l'époque. On va en parler plus durant les popcorn, mais oui, j'ai pas été déçu du film. Là. Je trouve que c'est un film qui aurait peut-être bénéficié de durer 2 heures, durer 1h45. Ouais, je pense qu'il y aurait eu matière à rallonger un peu puis écourter la partie du centre où il se passe pas grand-chose. Mais tous les films avec des histoires d'origine devraient durer 2 heures là, pour juste prendre le temps de bien expliquer. Je trouve que ça a bien été expliqué, mais c'est le niveau de après l'antagonisme. Je trouve que ça l'a stagné aussi. La vitesse du film, je trouve que ça n'allait pas aussi vite que peut-être ça aurait dû aller. On a stagné beaucoup dans la transformation, là, c'était long. Ouais. Fait que le temps aurait pu être mieux utilisé, puis en soi, je trouve que je suis pas resté sur ma fin tant que ça. Moi non plus. Mais un peu. Ouais. Un peu, puis juste assez pour un film que tu dis il va y avoir un deuxième. Là. Ouais, c'est ça. Sachant à l'avance qu'il y aurait un deuxième, c'est moins pire. Là, il a été quand même... Heureusement, le film a quand même été un bon succès au box-office. Là, on parle de... je sais pas si je l'ai. Faut que je le mette en anglais, évidemment. Le fameux Wikipédia. Mais, je pense qu'il a fait quelque chose comme 335 millions sur un budget de un petit peu moins de 100 millions. Fait que, c'est quand même un bon succès. C'est Tim Story qui le réalise aussi. Il n'est pas très, très connu, mais c'est un réalisateur afro-américain, le premier, donc, puis même quasiment le seul du MCU, même Extended, à part Ryan Coogler puis les Black Panther. Puis, pendant un petit bout, là, il va avoir justement le record du réalisateur afro-américain qui a fait le film le plus successful jusqu'à Black Panther, justement. Fait que c'est quand même pas rien. Tim Story, qui était surtout issu de la comédie. Donc, on voit un peu ces aspects comiques là, transcendés à travers le film. Ben oui. On n'a pas parlé du casting non plus. Oui, en fait, mais juste vite fait, on n'a pas mentionné non plus pourquoi qu'on en parlait. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, j'ai une anecdote en plus là-dessus, mais c'est ça. Le film a été rendu canon à cause de la présence de Chris Evans, donc qui joue The Human Torch, la torche humaine, et qui joue ce personnage-là dans Deadpool et Wolverine, un autre film qui a rendu canon pas mal tous les films qu'on fait jusqu'à présent. Mais j'ai un petit Easter egg. Puis là, j'imagine que tu as regardé le film sur Disney+, comme moi. Deadpool et Wolverine? Non, Fantastic Four. Fantastic Four, oui. Ouais. C'était la version theatrical. Il existe une version longue du film qui rajoute 15 à 20 minutes et dans lequel Wolverine apparaît. Mais c'est un caméo et c'est pas le vrai Wolverine. En fait, c'est dans la scène. Il y a une scène à un certain moment où Susan Storm, pas Susan, Sue Storm, voilà. Et Reed sont proches de la Statue de la Liberté. Puis là, ils se rejasent un peu pourquoi ça n'a pas marché notre relation. Puis à un moment donné, il change sa face. Puis il se rajoute comme un menton un peu plus masculin. Puis des affaires de même. Il fait pas ça? Dans la version d'origine, il change son visage pour celui de Hugh Jackman en Wolverine. Ce qui en fait un caméo. D'ailleurs, Hugh Jackman était supposé tourner un caméo pour Spider-Man 2, qui n'est jamais apparu lui non plus. Puis ça, il apparaît Wolverine, mais dans les scènes rallongées ou en tout cas scènes alternatives, ce qui en fait, en même temps, Wolverine est rendu canon à cause du même film que ça. Dans les années 2000, il y a tellement eu un buzz dans l'univers des comics. Là, c'était un personnage tellement apprécié des lecteurs de comics que ça ne me surprend pas. Ils le mettaient partout. Puis les gens qui lisaient des comics
Wolverine, c'était les gens cool qui lisaient les comics. Mais ce qui veut dire, en fait, qu'il il évolue dans le même univers, les X-Men et les 4 Fantastiques, et pas dans le même univers que les Spider-Man, parce que lui, il est tout seul. Mais c'est ça, il aurait été rendu canon par Wolverine s'il n'avait pas été rendu canon par Chris Evans, donc, comme on mentionne, qui joue la Torche Humaine. Johan Grofod, qui joue Reed Richards, qui est un acteur britannique pas très connu, ni avant ni après. Je connaissais pas avant de regarder le film non plus, puis ni après. Mais c'est ça, il n'y a pas eu une si grosse carrière que ça. Michael Chiklis, qui joue Ben Grimm, lui était connu surtout à la télévision. Il jouait dans la série The Shield, que j'ai pas vu, là, mais je reconnais les posters, mais je l'avais jamais vu. Qui joue bien, mais ultimement, il est pas tant là, vu qu'il est dans la chose. Mais, je trouve qu'il marche super bien dans le rôle, dans le rôle de Ben Grimm, par contre. Mais c'est ça, il marche super bien. Puis, un autre fun fact, mais quoi qu'on pourra en parler pendant les popcorn aussi, son costume n'est pas du CGI, contrairement à, par exemple, Hulk, qu'on n'a pas vraiment le choix de mettre en CGI. C'est un costume qui avait, ça paraît un peu, mais je trouvais ça plus cool. C'est moins tu sais, j'aimais ça voir que c'est un costume, puis pas juste, tu sais, Hulk, j'ai aucune opinion sur la modélisation de Hulk. Dans le cadre de l'exosquelette, tu sais, c'est ça, ça pourrait. Quand je te dis que canoniquement, c'est un exosquelette, tu peux le voir qu'il y a l'humain en arrière, puis c'est ses vrais yeux. Ouais. Tu sais, honnêtement, moi aussi, c'est par les yeux qu'on le remarque, là, vraiment, que c'est une vraie personne. C'est par les yeux. Je suis content qu'il n'ait pas mis des oreilles. Ouais. OK, fun fact fait, là, dans un des jeux vidéo, Marvel Nemesis, là, j'ai joué beaucoup à ce jeu-là là, sur la PlayStation. Puis ils ont mis des oreilles à la chose. C'était dégueulasse. Puis celle qui complète le quatuor, c'est Jessica Alba, qui était moyennement connue avant. Là, elle faisait un peu de télévision, puis qui a, I guess, été connue plus pour ça et tous les rôles d'après de fille cute, malheureusement. Une grosse partie de sa carrière a été basée là-dessus, malheureusement. Victor Von Doom est joué par Julian McMahon, un autre relatif inconnu. En fait, c'est le fils d'un ancien premier ministre australien. Donc, c'est pas les McMahon de la... Non, de la lutte. Non, c'est pas ceux-là, heureusement. Mais lui aussi avait joué, c'est ça, surtout du côté britannique et australien. Fait que, puis, la plus connue maintenant, peut-être, ce serait Kerry Washington qui jouait Alicia Masters, qui a un rôle très, très mineur, mais Kerry Washington qui a joué notamment dans Django, puis en tout cas, plein d'autres films. Là. Fait que c'est un cast pas vraiment connu, ne serait-ce que Jessica Alba et Chris Evans maintenant, qui est rendu connu, mais qui à l'époque avait fait surtout des comédies d'ados. C'était son casting encore une fois. En fait, c'est quasiment un anti-casting que de l'avoir choisi comme Captain America. C'est ça. En tout cas, on va reparler dans Deadpool et Wolverine. Là, mais j'ai un autre petit fun fact, encore une fois, sur Victor Von Doom, parce que ça s'est décidé entre deux personnes, Julian McMahon et Robert Downey Jr., qui devait avoir ce rôle-là et à qui finalement on a refusé le rôle, mais on lui a donné plus tard Iron Man et on lui redonne maintenant Doom dans le futur Avengers. On peut comprendre, tu sais, il y a le même casting, c'est-à-dire une espèce de riche cocky. Fait que il y a encore ce casting-là, mais ça m'a pas, tu sais, moi je connaissais pas beaucoup de Dr. Doom. Maintenant, je comprends pas comment ils vont le faire dans l'histoire. Puis clairement, une des clés va être dans le film des 4 Fantastiques qui sort bientôt parce que Dr. Doom, c'est un de ces vilains-là. Mais c'est ça. Maintenant, je comprends plus pourquoi est-ce qu'on l'a recasté à nouveau, mais je sais pas la logistique de tout ça. Dr. Doom, c'est un arc-vilain des 4 Fantastiques, mais c'est aussi un arc-vilain de l'univers Marvel en général. Ce qui fait autant bien dans un film des Avengers que dans un film des 4 Fantastiques, mettons. Exact. Mais c'est ça, tu sais, outre le scénario que je trouve qui est un peu trop simple puis trop précipité vers la fin, c'est quand même sympathique puis mieux que ce à quoi je m'attendais, même au niveau des effets spéciaux que je trouve pas qu'ils ont si mal vieilli que ça. Ils sont un peu inégaux, mais ultimement, tu sais, c'est moins cringe que dans des Blade ou dans d'autres affaires. Là. Fait que j'ai quand même bien aimé.
Mais c'est ça. Puis il y avait toute une histoire terrible. J'ai pas tant le temps d'en parler, là, mais je vais le faire vite. Là. Essentiellement, une compagnie allemande. C'est une coproduction allemande de ça parce qu'il y a une compagnie allemande qui possédait les droits depuis les années 80 qu'ils avaient acheté de Stanley. Puis pour pas perdre les droits dans les années 90, ils ont dû faire un film. Fait qu'il a fait un film qui n'a jamais sorti finalement. Fait par Roger Corman. Si vous connaissez pas Roger Corman, googlez-le, là, mais c'est comme le maître du série B aux États-Unis. Mais le film n'est jamais sorti, puis personne n'était au courant que c'était comme un faux projet juste pour pas perdre les droits. Fait que là, on a branlé dans le manche longtemps avant de finalement arriver à ça. Il y avait plein de réalisateurs qui étaient attachés à ça, dont Chris Columbus, dont Peyton Reed, justement, donc réalisateur de Ant-Man. Bref, c'est ça. Il y a une histoire très tumultueuse que je vous invite à aller lire sur Wikipédia ou ailleurs, là, mais c'est ça. C'est ce qui explique peut-être certains défauts du film. Là, le fait que on ne sait pas trop sur quel pied danser puis quoi faire. Il y a eu genre 8 scénaristes. Une affaire pas possible. Fait que c'est ça. On a de la misère un petit peu. Malgré tout, c'est un film qui s'en sort bien. Oui, c'est ça. Qui s'en sort mieux. Ben, tu sais, moins bien que les Spider-Man, les X-Men et tout, mais mieux que Elektra, sorti la même année. On va passer tout de suite au popcorn de l'infini. David, rappelle-nous-les rapidement. Oui, ben parfait. On a le popcorn de l'espace, qui est l'importance avec le MCU. On a le popcorn de la réalité, le réalisme du récit, est-ce que ça se pourrait dans la vraie vie. Le popcorn du pouvoir, c'est la qualité des scènes d'action puis des effets spéciaux. Le popcorn de l'âme, le respect de l'âme du matériel source, les comics, est-ce que ça suit les comics ou pas. Le popcorn de l'esprit, fun factor, est-ce que c'est un bon scénario? Est-ce qu'on a aimé ce film-là? Le popcorn du temps, qui est est-ce que le film est intemporel? Est-ce qu'on va s'en souvenir longtemps? Puis est-ce qu'on en garde un bon souvenir? On commence avec le premier. Oui, le popcorn de l'espace. Donc, est-ce que ce film-là a une importance avec le MCU? Considérant que Chris Evans, mettons, revient en tant que Captain America, mais qui revient aussi en tant que Johnny Storm. Mais qui meurt assez rapidement. Qui meurt assez rapidement. C'est un peu une joke. Deadpool et Wolverine. Dans Deadpool et Wolverine, un vrai caméo. Mais tu vois, non, parce que les 4 Fantastiques ne reviennent pas en tant que tels. C'est Chris Evans qui revient en tant que joke. Mais non, moi, je ne donnerais pas le popcorn de l'espace. Donc, on passe direct au popcorn de la réalité. Est-ce que le récit est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut? C'est dur à dire. En tant que tel, je trouve que c'est un film qui est basé sur la science. Mettons... Ça essaie d'être réaliste, on va dire ça. Essaie de partir. C'est plus réaliste que ça... mettons... Que ça devrait l'être. Ouais. Est-ce que ça se pourrait? Puis est-ce que c'est... Je mettrais une demi-étoile. Mais tu sais, c'est le genre de super-héros aussi. Là, mettons, Spider-Man essaie de cacher son identité. Il y a beaucoup de super-héros qui essaient de cacher leur identité. Puis eux, en tout cas, Johnny Storm, essaie pas beaucoup, là, mettons. Ouais. En tout cas, dans le film, je sais pas dans les comics, là, mais on dirait que tout le monde sait c'est qui 4 Fantastiques, puis personne s'en ils essaient pas de faire ça dans l'ombre. C'est pas des justiciers masqués. Par contre, ils gardent une double identité, mettons. Non, ils n'ont même pas de masque. Ce que je veux dire, je t'ai déjà mentionné que la différence entre un héros et un super-héros, c'était le fait qu'il y avait comme un pseudonyme qui agissait sur lequel tu vois Invisible Woman, Monsieur Fantastique. Tu vois, ils gardent quand même leur double identité, mais c'est pas une identité qui est secrète, mais ça veut pas dire que c'est pas des super-héros. Tu vois, Iron Man a agi longtemps dans l'ère publique. Tu vois, tout le monde a des raisons de garder des identités secrètes. Spider-Man, on va pouvoir en parler plus tard, là, dans un film où est-ce qu'il révèle son identité à la planète entière. Mais les 4 Fantastiques, c'est assez accurate qu'ils gardent leur... Ouais. Est-ce que c'est réaliste qu'ils devraient le faire? Est-ce que tu y donnerais réalisme? Moi, ouais, c'est ça. Peut-être un demi. C'est ça. Demi. La misère à donner toute. OK, j'y donnerais une demi. Au niveau du pouvoir, la qualité des scènes d'action, des effets spéciaux, pour un film de 2005. Je trouve que ça s'en tire quand même bien, ce mélange de CGI puis de vrai. Moi, je trouve que ça a quand même bien vieilli. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Mais ce serait une demi ou un popcorn. Quand ils vont dans l'espace, j'aimais ça aussi. C'était bien. Non, une demi, ça va. OK, parfait. Pour le respect de l'âme du matériel source, popcorn de l'âme, bien honnêtement, j'y en donnerais une demi. On respecte les 4 Fantastiques. On respecte pas pantoute Doctor Doom, le vilain de la série. Puis il y a trop de différences qui sont des choses qui auraient été importantes qui n'ont pas ajouté. Donc je donnerais une demi au niveau de l'âme. Parfait. Au niveau de l'esprit, est-ce que c'est un film plaisant à écouter?
Ben oui et non. Au début, c'est pas si pire. Il y a quelques moments un peu weird, là, de genre, on va aller faire du snow dans les montagnes. Tu sais, peut-être que j'irai à la demi, mais tu sais, j'ai pas... Tu sais, le bout Origin Story l'ont bien réussi. Tout le bout après, je trouve qu'ils l'ont pas bien réussi. Fait que... Moi, je trouvais que c'était le fun à écouter. OK. Mais je donnerais quand même une demi. Parce que, justement, pour les mêmes raisons que toi, là, en gros, tu as bien résumé comment je me sentais. Mais par contre, jeune moi a vraiment aimé ça. Ouais, il aurait donné un complet. Popcorn du temps. Le film, est-ce qu'il est intemporel? Est-ce qu'on en garde un bon souvenir? Je pense pas que je vais en garder un grand souvenir. Honnêtement, là, j'ai l'impression que les nouveaux 4 Fantastiques vont supplanter celui-là. Puis, tu sais, je me sens pas le besoin de le revisiter pour aucune raison. Moi, tu vois, je suis totalement à l'inverse. Ah ouais? Fait qu'on va peut-être devoir se rejoindre à la demi. Parce que j'en ai gardé un souvenir longtemps quand j'étais jeune. Puis c'est peut-être justement pour ça. Là. Fait que j'en donnerais une demi. OK. On s'étonne. On se rejoint au milieu. Si on veut pas payer une pension alimentaire, il va falloir s'entendre. on a juste donné des demi aujourd'hui. Ouais. Mais bref, tout ça, ça fait le tour des popcorn. Génial. Pour les 4 Fantastiques. Ben voilà. Donc, allez regarder ça sur Disney+. Puis faites-vous votre propre opinion avant la sortie du prochain. Mais il est probablement déjà sorti au moment où vous l'écoutez. Allez voir sur YouTube, par contre... il y a la face de Reed Richards qui se transforme en Hugh Jackman. Oui, exactement. C'est drôle. Allez voir ça. Merci beaucoup. C'était le Popcorn de l'Infini. C'était les 4 Fantastiques. Prochain épisode, ce sera sur X-Men 3 The Last Stand. Merci beaucoup. À la prochaine.